Elle a franchi toutes les limites. Cette infirmière a offert son corps pour exaucer le dernier vœu d'un mourant. Vous n'êtes pas prêt pour ce témoignage bouleversant. Je m'appelle Awa, j'ai 28 ans et je travaille comme infirmière dans un petit hôpital de campagne au Bénin. Chaque matin, je franchis la grille rouillée avant l'aube, le parfum de l'harmattan encore frais dans l'air. Les corridors des grillons endormis résonnent au loin. Dans les couloirs silencieux, je sais que mon rôle est plus qu'administrer des médicaments, c'est apaiser les âmes. Un jour de début novembre, alors que le marché voisin s'animait déjà, on m'a annoncé l'arrivée d'un nouveau patient. Un jeune homme, m'a-t-on dit, au pronostic vital engagé. Quand j'ai poussé la porte de la chambre 7, j'ai découvert Malik, 26 ans, maigre silhouette drapée d'un vieux pagne, un regard vif mais fatigué. Sur sa table de chevet, une photo froissée, lui, souriant, guitare à la main, quelque part dans les rues de Cotonou. Bonjour, c'est Awa, infirmière. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comme un bateau en pleine tempête, a-t-il répondu d'une voix rauque. Au fil des heures, j'ai appris que Malik était un musicien de rue. Il chantait les récits des anciens, des histoires d'amour, de tristesse ou de grand courage. Et voilà qu'aujourd'hui, c'était lui le protagoniste d'une histoire qui n'aurait pas de refrain joyeux. Les médecins avaient diagnostiqué une tumeur au foie, stade terminal. Les chances de survie? Infimes. Les larmes parfois me montaient aux yeux quand je repensais au sourire qu'il exhibait sur la photo. Pendant plusieurs jours, je me suis contentée de gestes simples, ajuster l'oxygène, préparer ses repas épicés, remplacer ses draps. Je le surveillais quand il ne dormait pas, immobile, assis au bord du lit, le regard perdu dans le paysage peint des murs. Mais chaque soir, avant de partir, j'étais attirée par son rire discret. Il me racontait une blague sur un roi africain et son fou du roi, et je repartais soulagée, comme si j'avais moi-même retrouvé le goût de vivre. Puis, un soir où le vent poussiéreux s'est levé plus fort, j'ai trouvé Malik contemplant le plafond fissuré. Il avait l'air distant, comme s'il regardait un passé que je ne voyais pas. « Awa » a-t-il murmuré. « Oui, je t'écoute. » Il a inspiré longuement, rassemblant son courage. « Avant de mourir, j'ai un dernier souhait et je ne peux pas mourir sans te le confier. » Mon cœur s'est emballé. J'avais aidé bien d'autres mourants à accepter leur sort, mais jamais je n'avais entendu un souhait aussi intime. Je veux connaître la chaleur d'une femme, pas pour un caprice, mais pour sentir une étreinte sincère. Pour ne pas partir sans savoir ce que ça fait d'être vivant. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Comment répondre à cette requête? Médecine, compassion, foi. Je suis restée muette. Lui, les yeux emplis d'une vulnérabilité que je ne lui connaissais pas, a baissé la tête. Honteux, je sais que c'est déplacé. Pardonne-moi. Je l'ai regardé, perplexe, et à cet instant, j'ai compris que ce n'était pas un caprice tordu mais un cri du cœur. Un dernier appel à la vie. En sortant de la chambre, j'ai évité les regards des collègues, la gorge nouée. Cette nuit-là, sous ma moustiquaire, je n'ai pas fermé l'œil. Les mots de Malik me hantaient, une étreinte sincère. Plus j'y pensais, plus je réalisais que si je ne trouvais pas de solution, son dernier souffle serait teinté de regret. Au petit matin, résolue mais inquiète, j'ai pris une grande décision, j'entrerai de nouveau dans la chambre 7, j'entendrai son histoire jusqu'au bout et peut-être exaucerai-je ce dernier vœu, quel qu'en soit le prix pour moi-même. La veille au soir, je suis rentrée chez moi. Le cœur lourd, serré entre la culpabilité et l'empathie. J'ai revécu chaque mot prononcé par Malik, je veux connaître la chaleur d'une femme pour me sentir vivant. Dans mon minuscule studio, la lumière malade d'une unique ampoule éclairait faiblement mes réflexions, tandis que le vent de l'harmattan faisait danser les rideaux troués. J'ai posé mes affaires sans un bruit, craignant presque d'en faire trop. Chaque geste me rappelait la promesse implicite que j'avais entendue. Alors que je m'allongeais, les visages des patients défilaient devant mes yeux, l'enfant atteint de paludisme, la vieille victime d'un AVC, tous miséricordieux mais muets, et Malik. Malik, si jeune, prêt à partir sans jamais avoir vécu cet instant d'intimité. Je n'ai pas dormi. J'ai repensé à ma propre histoire, comment j'avais choisi de devenir infirmière pour soulager la douleur, non pour en ajouter une nouvelle. Pourtant, comment pouvais-je lui refuser ce dernier refuge? Le matin suivant,
je suis revenue à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Le personnel de nuit m'a regardé, étonné. Il savait que j'étais fatiguée, mais personne ne soupçonnait pourquoi. Sous le prétexte d'un contrôle de routine, j'ai consulté le dossier médical de Malik à la recherche d'un motif pour dire non. Mais le dossier ne parlait que de chiffres, taux de plaquettes, éventail de produits antalgiques, stades successifs de la tumeur. Rien qu'une vie en cours de disparition. À 10 heures, j'ai trouvé le docteur Adé, un homme sévère mais intègre, dans son bureau. J'ai frappé et me suis glissée à l'intérieur avec hésitation. Docteur Adé, j'ai besoin de votre avis. C'est à propos de Malik. Il a levé les yeux de ses radiographies. Son regard m'a immédiatement transpercé, exclusivement médical. Lawa, plus humain, ai-je murmuré, presque honteuse. Je lui ai tout raconté, la confession de Malik, son vœu, ma détresse. À mesure que je parlais, je sentais la salle se remplir d'une tension lourde. Le médecin a baissé les paupières et s'est levé lentement. Il est allé jusqu'à la fenêtre, a tiré les rideaux et a contemplé la coursive silencieuse. Tu sais que tu joues avec l'éthique, avec ta carrière, avec ta foi, a-t-il dit, la voix grave. Mon cœur a raté un battement. Je m'attendais à ce qu'il me rappelle sèchement les protocoles, mais il a continué, et pourtant, je comprends. On apprend à penser les corps. On oublie parfois qu'on soigne aussi le cœur. J'ai cru halluciner. Le docteur Adé ne m'a pas donné de réponse immédiate, mais il m'a proposé un marché. Si j'étais décidée, il m'aiderait à créer un cadre sécurisé, discret, où Malik serait respecté. En échange, je devais m'assurer qu'aucun autre patient ou personnel ne puisse porter plainte et qu'aucune trace administrative ne subsiste. Ce compromis a déclenché en moi une tempête d'angoisse, la légalité, la moralité, ma propre réputation. J'ai demandé un délai pour réfléchir. En sortant du bureau, un infirmier m'a croisé dans le couloir. Son regard narquois m'a glacé. « Tu as l'air soucieuse, Awa. Tu joues à quoi ?» J'ai esquissé un sourire forcé et continué mon chemin, tremblante. De retour à la chambre 7, j'ai observé Malik dormir. Sa poitrine se soulevait faiblement, comme un petit bateau sur une mer de coton. J'ai caressé sa main, posant intérieurement 1000 questions. Est-ce réellement mon rôle? Ma famille, mes amis, ma foi. Que penseront-ils de moi? Pourtant, à travers la vitre, j'ai vu danser les feuilles du baobab, comme une invitation à l'humanité. J'ai senti que refuser, c'était laisser un homme mourir avec un vide immense. J'ai accepté le défi, consciente du risque. Ce soir-là, mon dilemme s'est mué en décision. Je retournerai à côté de son lit, sans technicité, sans artifice, juste avec ma présence. J'oserais franchir la ligne rouge par amour de la vie elle-même. Et si je devais en payer le prix, qu'il en soit ainsi, je ne pouvais plus me mentir. Il fallait que je fasse ce qui me semblait juste envers lui et envers moi. Le crépuscule étirait ses ombres roses sur les murs de l'hôpital quand je suis revenue devant la chambre 7. Mon cœur battait si fort que j'aurais pu l'entendre résonner à plusieurs lits de là. J'avais pris mon courage à deux mains, prêté l'oreille aux mots du docteur Adé et au battement du baobab dans la cour. J'ai ouvert la porte en silence pour ne pas troubler le souffle léger de Malik. Il était assis, la tête tournée vers le petit hublot de la fenêtre, laissant filtrer le dernier rayon de soleil. Quand il m'a vu, un mince sourire s'est dessiné sur ses lèvres, comme s'il savait déjà ce que j'étais venue faire. J'ai refermé la porte derrière moi et j'ai éteint la lumière principale, ne laissant que la lampe de chevet diffuser un halo tamisé. « Tu es venu » a-t-il chuchoté, sa voix trahissant l'émotion. « Je suis là » ai-je répondu en m'approchant de lui, le souffle court. Je portais mon uniforme, mais ce soir, les battements de mon cœur et la compassion dans mes yeux étaient mes seuls attributs. J'ai pris sa main, glissant doucement mes doigts entre les siens, et j'ai senti toute la fragilité de sa vie dans cette paume chaude et pâle à la fois. « Tu es prêt » ai-je demandé, presque de peur de recevoir un refus. « Plus près que jamais » a-t-il murmuré, baissant les yeux. Je me suis assise sur le bord du lit, face à lui. Notre regard s'est accroché et j'ai vu la gratitude danser dans ses iris fatigués. J'ai posé ma main libre sur son épaule, comme pour lui rappeler que je n'étais pas seulement son infirmière, mais aussi une femme qui reconnaissait en lui un être vivant, digne d'amour et de chaleur.
Je n'avais pas prévu les larmes. Les siennes ont coulé les premières, silencieuses, puis les miennes ont suivi, incontrôlables. Je les ai essuyées d'un geste sans gêne. Ces larmes étaient le langage universel de toute émotion pure. Et en cet instant, notre humanité commune éclatait plus fort que n'importe quelle règle. Doucement, je me suis penchée et nos lèvres se sont effleurées. Ce n'était ni précipité ni froid, mais un contact respectueux, consciencieux. Puis je l'ai enlacé. Je me suis blottie contre lui, guidée par son souffle irrégulier. Toute mon attention rivée sur chacun de ses frissons. Je voulais qu'il sente, ne serait-ce qu'une seconde, la tendresse que l'on réserve aux vivants. Nous avons fusionné en une étreinte lente, profonde, où le temps semblait suspendu. Je sentais le poids de la chambre s'évanouir. Les bips lointains des machines s'estompaient. Il n'y avait plus que nous deux âmes cherchant la chaleur au milieu de la nuit. Ses bras se sont resserrés autour de moi, comme pour me remercier de lui offrir cette dernière étincelle de vie. Au plus fort de notre étreinte, j'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai laissé mes larmes couler librement. Je n'avais jamais imaginé que mon rôle d'infirmière m'amènerait à un tel moment de vulnérabilité partagée, mais je savais, au fond de moi, que c'était ce qu'il fallait, que je lui rendais, dans son dernier souffle, une part de son humanité qu'il croyait perdue. Quand nous nous sommes séparés, ce fut en silence. Il a effleuré ma joue, comme pour graver cet instant dans son souvenir, et j'ai capturé ce frêle sourire qui éclairait son visage. Merci, Awa, tu m'as sauvé. D'une certaine manière, je lui ai simplement répondu, tu m'as sauvé, toi aussi. 2 jours plus tard, il s'est éteint, paisible, sans regret. Quand j'ai fermé les yeux sur son sommeil éternel, j'ai compris que cet acte, bien qu'en dehors de toute convention, était le plus humain qui soit. J'ai repris ma blouse d'infirmière le lendemain matin, portant en moi le souvenir d'une étreinte qui a transcendé la faim. La morale de cette histoire est que parfois, dépasser les règles pour faire briller l'humanité est le plus beau des soins. Offrir à un être en fin de vie ce qui lui manque le plus, une étreinte sincère, c'est lui rendre sa dignité et rappeler à tous que la compassion n'a pas de frontières. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de laisser un « j'aime », de t'abonner pour ne rien manquer.